Paris lancé, Paris tenu. Juan Carlos est bel et bien venu à Lausanne la semaine dernière. Et autour du roi espagnol, le président de la Confédération, le président de la Commission européenne, des ministres, des ambassadeurs, 3500 personnalités intéressées de près par l'Europe. L'auteur de ce pari, le professeur lausannois Henri Riben, lutteur infatigable dont le public ignore souvent la dimension historique. Henri Riben, président de la fondation Jean Monnet, lui-même ami de Monnet, qui a été le père de l'Europe. Quand, en tête de sa fondation, le professeur décide de décerner le prix Jean Monnet au roi d'Espagne, celui-ci ne décline pas l'invitation. Juan Carlos est gratifié pour avoir, de sa propre initiative, sorti son pays de l'isolement laissé par Franco et l'avoir amené rapidement au sein de l'Europe moderne et démocratique. La visite du monarque à Lausanne démontre ainsi l'importance à l'échelon européen de la fondation Jean Monnet, une fondation qui abrite les archives de la naissance de l'Europe communautaire. À Beaulieu, le pari d'Henri Riben est d'autant plus remarquable que la Suisse n'est même pas dans la communauté. Mais Riben, le visionnaire, est convaincu plus que jamais qu'il en fera partie un jour. Alors on vous suit pour une petite promenade chez vous? Il faut dire chez Henri et Pierrette Riben. C'est notre propriété. Alors la propriété est coupée à peu près en deux. Nous n'avons pas de barrière entre les propriétés, ça fait un ensemble. Et vous avez dans le fond là-bas le lac. Évidemment la végétation a beaucoup poussé, mais ce que l'on voit, s'il n'y avait pas tous ces arbres, c'est tout le pays. Le lac, tout le lac jusqu'à Genève, avec par temps clair le fil du jet d'eau, la Savoie devant nous, et à notre droite, la chaîne du Jura, avec des couchers de soleil superbes sur la chaîne du Jura. C'est un coin de nature qui est encore l'illustration de ce qu'était Palinges autrefois. C'est-à-dire des terres, une nature assez rude, parce que nous sommes à plus de 700 mètres d'altitude avec des hivers froids, et sur de la molasse en général, mais un paysage unique, un très beau coin pour y vivre. Mon père était d'origine bernoise. Les Riben venaient de la Lenque et ils sont venus il y a quelques générations dans le pays de Vaud. En revanche, la famille de ma mère est l'une des plus anciennes de la commune. Elle s'appelle Barba, avec Z. Et on dit que les Barbas sont à Épalinges depuis avant la création de la Confédération. Les Barbas étaient paysans de génération en génération, et dans l'âme, le village d'Épalinges comptait 700 habitants, presque tous paysans. Les domaines étaient plutôt petits, le nôtre 16 poses en 16 champs. La plupart séparés à une certaine distance, pouvant aller jusqu'à 1 kilomètre de la ferme. Les paysans, ils étaient travailleurs, passionnément attachés à leurs champs et à leur bétail. Ils savaient la nature, ils savaient aussi soigner leurs bêtes. Mon père, très fort dans les soins au bétail et au bétail malade. Et des voisins souffrant de tel et tel mal
sont venus lui demander de faire pour eux ce qu'il faisait pour son bétail. Et ça a réussi. C'était une huile. Une huile. Et qui soignait quoi? Une huile qui soignait toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Je me souviens de ma mère allant au marché de Lausanne, depuis la ferme, avec la poussette pleine de légumes et de fruits. Il fallait quitter la ferme à 4 heures du matin pour être à temps sur la place de marché. Avant l'arrivée du tram, quel moyen de locomotion pour votre mère? C'est à pied. À pied? À pied. À pied. Et pour les travaux des champs, avant d'avoir un cheval, nous avions les bœufs. Les chemins n'étaient pas encore carrossables, on ne connaissait pas l'automobile. Je me souviens de l'arrivée de la première automobile dans le village par une personne de la ville. Je me souviens aussi du premier téléphone installé chez Madame Barrault. C'était le seul du village et il ne fonctionnait pas l'hiver. Alors à Épalinges, il y avait un complément de formation inattendu et original parce que sur les hauts d'Épalinges, juste à proximité de la forêt du Jorat, se trouve le golfe de Lausanne, admirablement situé, pour une partie sur des terres appartenant à Lausanne, pour l'autre sur des terres appartenant à la commune d'Épalinges. Les enfants, à partir de 11 ans, 12 ans, allaient compléter leur ordinaire en fonctionnant comme caddie, c'est-à-dire en portant les cannes et en regardant où vont les balles des joueurs. Et c'est là qu'à côté de ce que j'ai appris à l'école, c'est là que je me suis initié sans le savoir, mais d'une manière tout à fait profonde à la géopolitique de l'époque. C'est-à-dire que en fonction des circonstances de l'histoire en Europe et dans le monde, des personnalités se réfugiaient ou venaient séjourner à Lausanne ou à Évian ou dans les environs et fréquentaient le golfe de Lausanne. Il y a eu un homme dont je n'étais pas habituellement le cadi, mais dont j'ai eu la chance d'être le cadi le 3 septembre 1939. J'avais alors 18 ans et c'était l'Agacan III, chef spirituel de la communauté des Ismaélites, admirablement renseigné, alors président de l'Assemblée de la Société des Nations. Et il a été rejoint par un prince de Liechtenstein qui lui a demandé pourriez-vous me parler de l'entretien que vous avez eu il y a 2 ans avec le chancelier Hitler. L'Agacan, qui était l'un des hommes les mieux informés du monde, a fait une analyse de l'évolution de la politique et des forces dans le monde. Je l'entends dire que la guerre qui se déclarait ce jour-là allait, à son avis, être longue et cruelle et durer 5 à 6 ans. Que, contrairement à l'opinion courante émise à l'époque, la supériorité militaire
de l'Allemagne allait l'amener à conquérir à peu près tout le continent, le Royaume-Uni restant probablement épargné à cause du canal de la Manche. Et le retournement des armes n'interviendrait qu'un jour, le jour où l'Amérique et l'URSS entreraient dans le conflit et y engageraient l'ensemble de leurs forces. Henri Ribbon suit l'école de commerce à Lausanne, puis fait HEC, l'école des hautes études commerciales, avant de trouver un emploi à Bâle chez Kuderli, un marchand de fer. C'est dans ce cadre qu'il rédige une thèse qui va orienter toute sa vie. Je suis entré chez Kuderli en 1946. Là, j'ai découvert à Bâle, à partir de Bâle, l'Europe écrasée. J'ai vu les suites de la guerre. J'ai demandé au professeur Roulès, qui voulait que je fasse une thèse sur le commerce international, de faire une thèse sur l'organisation du marché de l'acier. Je dirais que je me suis attelé à un domaine qui était un domaine à la base des guerres. Je me suis rendu compte que les luttes pour l'hégémonie visant à mettre ensemble le charbon allemand et le minerai de fer français, luxembourgeois, etc., étaient répétitives, qu'il existait une interdépendance de fond qui avait été importante dans les conflits entre les Français et les Allemands en 1870-71, en 14-18, au traité de Versailles, etc. Donc il fallait nécessairement chercher une solution qui change la nature de ce qui existait. Cette solution, ce sera le plan Schuman en 1950, inspiré d'un rapport publié un an avant par la division de l'acier de la Commission économique pour l'Europe, avec laquelle Henri Ribbon est en contact étroit. Le plan Schuman a été conçu et rédigé par Jean Monnet, qui était engagé dans la reconstruction de la France d'après-guerre. Le charbon et l'acier, source de conflits permanents, ne seront plus français ni allemands, mais européens. Ainsi naîtra la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, avec Jean Monnet à sa tête. Première alliance économique au caractère éminemment politique. C'est la première pierre de la construction de l'Europe communautaire. Henri Ribbon acclame cette initiative qu'il introduit dans sa thèse publiée en 1954. Philippe de Sellier, patron de la division de l'acier, envoie l'ouvrage d'Henri Ribbon à Jean Monnet. Il a été impressionné par le volume du livre, très impressionné. Alors il m'a téléphoné un soir à la maison Kuderli. Ici au téléphone, Jean Monnet, sa voix métallique, très prenante, et il me dit « Je veux vous voir ». Et il m'a invité pour le 5e anniversaire du plan Schuman à l'Assemblée commune, le Parlement d'alors, de la communauté du charbon et de l'acier, qui avait lieu à Strasbourg. Là, je l'ai peu vu. Et la semaine suivante, il m'a dit « Vous m'accompagnez à Luxembourg ». Là, je l'ai mieux vu. Alors, les impressions, un paysan. Je m'étais représenté, je me représente aujourd'hui encore le personnage historique qu'il a véritablement été, mais son apparence physique était celle d'un paysan, bien planté en face de vous, qui vous regardait avec intensité. La discussion était surtout tournée vers l'avenir. Elle porte sur un des aspects fondamentaux de la thèse, c'est-à-dire sur cette
nouveauté qu'apporte l'Europe communautaire de Jean Monnet et de Robert Schuman, c'est-à-dire la création d'une communauté de nations dans lesquelles il n'y a plus entre elles ni vainqueurs ni vaincus, mais des partenaires égaux devant la loi commune. Et la substitution de l'arbitrage du droit à l'arbitrage par la force dans le règlement de leurs différends. Et M. Monnet, comment dirais-je, d'une manière très directe et très naturelle, me met au courant des préparatifs de la relance. Alors il m'annonce que je viens d'assister à Strasbourg à l'Assemblée commune à une séance au cours de laquelle les socialistes allemands ont voté pour la première fois dans le même sens que les représentants de la démocratie chrétienne du chancelier Adenauer, ce qui est tout à fait nouveau compte tenu de leur opposition ancienne au plan Schuman, et que des forces sont ainsi en train de se rassembler à partir desquelles M. Monnet compte créer dans un avenir proche un comité d'action pour les États-Unis d'Europe réunissant les partis politiques européens favorables à l'union du continent, de même que les syndicats animés de la même vision et de la même volonté. Et il me laisse entendre qu'il souhaite que nous ayons l'occasion de travailler ensemble. Ce comité d'action sera créé au mois d'octobre de la même année et M. Monnet me demandera d'en fixer le siège juridique à Lausanne et d'en devenir le secrétaire administratif de l'association responsable de la gestion administrative de ce comité d'action pour les États-Unis d'Europe. Jean Monnet était au fond un entrepreneur au service de l'intérêt public. Et il connaissait deux choses dans sa vie de tous les jours, sa famille et l'Europe. Mais on peut dire l'Europe et sa famille. Alors là, il n'avait aucune limite dans l'investissement au service de l'Europe. Ce qui fait qu'il pouvait vous téléphoner à n'importe quelle heure pour vous dire ceci ou cela, ou vous confier ceci ou cela. Vous étiez naturellement associés, et pas d'une manière bureaucratique. Alors finalement, comme lors du premier contact à Luxembourg, vous êtes en présence d'un homme qui vous entraîne avec lui dans une prodigieuse aventure, sans organisation théorique ou sans organisation formelle. C'est à peu près à ce moment-là, je crois en 1957, que vont débuter les Cahiers rouges, qui sont ces publications sur l'Europe et qui aujourd'hui encore continuent à être publiées. Vous avez d'ailleurs vous-même publié de nombreux de ces cahiers. Qu'est-ce qui a été la première impulsion de ces cahiers? Alors, en 1956, fin de l'année, ou début de 1957, l'Université de Lausanne et le Conseil d'État vaudois créent la première chaire d'intégration européenne qui existait au monde. Et vous en êtes à ce moment-là le professeur? Je suis appelé pour repouvoir cette chaire. La Fondation Ford propose à M. Monnet
un don de 25 000 $, ce qui était une grande somme. Il dit non, donnez-les à Ribben pour ses recherches. La Fondation dit, on ne peut pas donner à quelqu'un, il faut donner à une université. Le recteur était le professeur Grain, un théologien, il dit, très bien, on va l'accepter, mais vous devez savoir qu'on ne pourra pas suivre à la fin du don. Le conseiller d'État Hoguet me disent la même chose, alors ils me disent, vous créez votre centre de recherche européenne en dehors de l'université, ce qui s'est révélé plutôt sage, et vous vous débrouillez pour la suite. Et pour moi, l'essentiel, c'est que l'Europe soit tournée vers les citoyens. Donc, commence une activité de conférence dans des villages, chez les paysans, chez les ouvriers, chez les indépendants, chez tous ceux qui s'intéressent, et je deviens une sorte de commis voyageur et je dis, ne restez pas sur l'impression d'une conférence, abonnez-vous. Et voilà, les gens s'abonnent. Et ça a été le point de départ de quelque chose qui, avec la formation des étudiants, a été une partie essentielle de l'aventure jusqu'à aujourd'hui. En 1978, Jean Monnet place ses archives à Lausanne, mais il faut peut-être préciser que Lausanne n'était pas la seule sur les rangs. Alors pourquoi, finalement, a-t-il choisi cette ville ? Alors, vous avez la réponse à cette question dans son agenda. M. Natouzius a découvert une note de Jean Monnet au début d'avril 1966. Alors, M. Monnet est là, et il fait ses réflexions pour lui-même après coup. Alors, il dit, il y a à Lausanne une chaire d'intégration. Il y a un milieu de chercheurs. Il y a des cahiers rouges. Ça veut dire il y a là quelque chose de tout à fait extraordinaire. Ensuite, il y a une université qui est très ouverte à l'Europe et au monde. Nombre d'étudiants viennent d'ailleurs que du canton et de Suisse. Il faut ajouter que nous avons bénéficié dès le départ du soutien très actif de la ville de Lausanne à travers les diverses syndicatures et jusqu'à aujourd'hui, et de même du soutien de certains hommes d'État. Jean Monnet a senti qu'en réunissant au fil de toute sa vie des papiers d'archives de cette importance, il avait réuni les racines du passage des guerres au passage de l'avènement de la paix, c'est-à-dire les racines de l'Union européenne. Donc le rôle de la Fondation est de créer cette mémoire et de créer autour de cette mémoire un outil de travail à disposition des décideurs et des chercheurs et de tous les milieux intéressés, de gérer en Suisse un bien commun éminemment européen. La Fondation, à peine créée, va s'enrichir d'une foule de documents, de textes et d'images. Elle crée sa propre médiathèque, attire les chercheurs et organise à Lausanne de grandes manifestations auxquelles participent des chefs d'État et de gouvernement. Monsieur le Président de la Confédération. Le prix que je reçois aujourd'hui avec gratitude et orgueil constitue la reconnaissance de l'apport espagnol à la construction européenne. Et c'est aussi bien sûr un hommage à la mémoire de Jean Monnet qui disait « Il faut ouvrir le chemin jour après jour et l'essentiel est d'avoir un objectif suffisamment net pour ne pas le perdre de vue. » Dieu sait si la force de négociation est nécessaire à ceux qui sont capables de réussir cet exercice d'intégration.
J'en parle aussi comme orfèvre en la matière. Face au vent aigre de la conjoncture difficile que nous traversons, nombreux sont ceux qui s'efforcent de s'abriter des courants froids en se repliant sur eux-mêmes et sur leur milieu de proximité, et qui cherchent psychologiquement un refuge calfeutré dans le passé. Or, ce rassemblement extraordinaire de personnes me semble au contraire signifier un phénomène très positif, uni dans un même souffle l'attente de l'Europe et la force de l'espérance. L'esprit que Jean Monnet a insufflé à la communauté européenne et qui aujourd'hui encore, et nous venons de l'apprendre et de le vivre, est transmise à notre auditoire par le professeur Ribben, inébranlable dans sa foi et sa conviction européenne, gardien des archives et par là même également la mémoire de Jean Monnet. Et Jean-Pascal de la Murat, 1936-1998, syndic de Lausanne, conseiller d'État, président de la Confédération. Poursuivons sur sa lancée. Jean-Pascal de la Murat a fait un passage éclair au château Copenhague avant d'être appelé aux plus hautes charges sur le plan fédéral. C'est une cérémonie très belle parce que très simple et qui correspond exactement à la physionomie, au caractère, à l'esprit de Jean-Pascal de la Murat. Les personnes qui se sont exprimées ont parlé avec leur cœur, comme lui. Et vous, ça venait du cœur, c'était super. C'est vrai? Merci beaucoup. C'était super. Moi, je reçois des qualifications pareilles d'un professeur. Ça me touche, alors. Ça me touche. C'est pour nous un moment capital de recevoir, d'accueillir Monsieur l'ancien Premier ministre du Royaume-Uni, Edward Heath, qui a été l'artisan de l'adhésion de son pays à la communauté européenne. Merci, Monsieur le Premier ministre, de l'honneur que vous nous faites en acceptant cette marque de gratitude. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Très, très honoré. Soyez le bienvenu. Puis-je vous prier, ensemble avec le président de la Confédération, monsieur le syndic de Lausanne, de vous rendre un instant dans mon bureau. Attention les marches. Oh, merci à vous. Merci beaucoup. C'est ça. Et voilà ces enfants. Voilà. Oui. Voilà. Bonjour. Madame la présidente du gouvernement vaudois, monsieur le président de la République italienne. Bienvenue dans notre canton, nous sommes très honorés de votre visite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hey Jacqueline, comment t'es? Un plaisir de te voir. Voilà. Oui. Toi aussi? Alors, vous avez ici les archives Jean Monnet, les archives Robert Schuman, les archives Paolo Emilio Taviani. Très bien. Vous avez... Il y a vraiment les pères, Oui, les oui, pères de l'Europe. oui. Vous êtes dans votre maison, puisqu'en réalisant l'euro, vous ajoutez le billet qui va des petits morceaux. tenir l'Europe vers l'avenir. Des petites pierres. Ah, oui. Et je remets, au nom de M. Martin Natousius,
de Madame Claire Camperio-Tixier, de Mademoiselle Nica, ce livre aux autorités de la ville de Lausanne. Nous avons installé nos rampes de lancement en divers lieux de la ville de Lausanne. En 2000, la Fondation Jean Monnet publie un autre livre important, La Suisse, l'Europe et l'espace, rédigé par des personnalités engagées dans le domaine spatial, notamment par l'astronaute Claude Nicollier. Je ne sais pas comment il est né. Patrick Pifaretti et Peter Creola du Bureau des Affaires spatiales prétendent que je leur en ai donné l'idée. C'est possible, mais je ne m'en souviens pas. Ce qui est certain, c'est que j'ai toujours pensé que Patrick Pifaretti, qui est un homme d'une très grande finesse et qui a un talent d'écriture, devait un jour écrire un livre. Il faut que je vous raconte une petite histoire. J'ai un petit-fils qui, selon son expression, a 4 ans, 3 quarts. Nous regardons des livres le soir. Et il y a quelques mois, il est venu avec un livre très beau qui s'appelle « L'imagerie de l'espace et de l'univers ». Et il m'a posé des questions. Je ne pouvais pas répondre à ces questions. Je me suis informé. Et ainsi, nous sommes entrés en dialogue à propos de l'univers et de l'espace. Et je lui ai dit, Alexis, nous allons commencer un livre sur l'espace, et dans quelques mois, je te le donnerai. Alors voilà. Et je dois dire que nous avons ensemble vécu le même émerveillement. J'ai vu la Terre à partir de l'espace. Et elle m'est apparue dans cette beauté, dans cette unicité, dans ce bruissement de vie et d'humanité, et dans cette fragilité. Des risques vont peser tôt ou tard sur notre habitat naturel qui est la Terre. L'aventure de l'espace devra être envisagée peut-être aussi, certainement aussi, à partir de cet élément vital qui est la nécessité pour perpétuer l'espèce de lui trouver un habitat dans l'hypothèse où la Terre ne suffirait pas, où la Terre même serait appelée un jour à vivre des transformations qui ne permettraient plus cet habitat. Je dirais que Mars, c'est vraiment un objectif de choix pour tenter de transformer son atmosphère et la rendre respirable. En ce qui me concerne, avec mon petit-fils de 4 ans, 3 quarts, comme il dit, qui pénètre de plein pied dans cet univers apparemment sans contrainte, je vis une révolution personnelle. Le regard n'est plus possible de regarder seulement à l'échelle de ce que nous avons toujours regardé. Il faut voir la Terre de loin. Monsieur le professeur Henri Ribon,
Professeur Ribon, sans la fidélité, la volonté et le génie duquel la Fondation Jean Monnet pour l'Europe n'aurait pas le rayonnement exceptionnel qui est le sien, et sans qui nous n'aurions pas le privilège d'accueillir ici trois personnalités aussi marquantes que messieurs Giscard d'Estaing, Schmitt et Delors. Cher professeur Ribon, Excellences, Mesdames, Messieurs, c'est un bonheur que de recevoir mission de prononcer la laudatio de M. Giscard d'Estaing et du chancelier Schmitt à l'occasion de la remise de la médaille d'or de la Fondation Jean Monnet. Vous me permettrez, en cette circonstance, de saluer en votre nom à tous le gardien de la mémoire de Jean Monnet et de la flamme européenne, le professeur Henri Ribon. On ne louera jamais assez son enthousiasme, sa rigueur, sa curiosité intellectuelle. Parmi les souvenirs, je me souviens qu'il accueillit en 1992 ici un des carrefours de la science et de la culture que j'organisais pour stimuler la réflexion culturelle et éthique autour de l'Europe. Et c'est tout naturellement que fut développé ici le thème du modèle européen de société, si cher à Henri Ribon, participant actif et inspiré de ce colloque. Le professeur a bien choisi son moment pour honorer ces deux hommes d'État qui, entre autres actions déterminantes, portèrent la vision et le projet d'une monnaie européenne. Je prends la parole à un moment particulier de ce débat qui a deux caractéristiques. Je suis le dernier à intervenir et dans l'horaire si minuté qui nous a été remis par monsieur le professeur Ribon, cette séance est déjà achevée. Alors ceci me rappelle le commentaire d'un homme d'État britannique devant une situation semblable. Il disait, lorsque j'ai le sentiment de parler un peu trop longtemps, au fond, je n'en veux pas aux auditeurs de regarder leur montre. Mais je ne supporte pas qu'ils la secouent pour vérifier qu'elle ne soit pas arrêtée. Ceci ne risquerait pas d'arriver en Suisse. Si je ressens le plaisir de recevoir de vos mains, monsieur le professeur Ribon, cette médaille d'or Jean Monnet, en présence de ces deux grands Européens que sont le chancelier Helmut Schmitt et le président Jacques Delors, c'est moins en raison des contributions à l'union de l'Europe que votre indulgence a bien voulu me prêter, qu'à cause du visage que porte cette médaille, le visage de Jean Monnet. J'allais dire, au risque de contrarier sa modestie, le visage du grand Jean Monnet. Je veux donner à la fin de la manifestation la parole à Jean Monnet en ce jour de son anniversaire. Lorsqu'une idée répond à la nécessité de l'époque, a-t-il écrit, elle n'appartient plus à ceux qui l'ont créée, elle est plus forte que ceux qui en ont la charge. À Monsieur le professeur Ferenc Madl, président de la République de Hongrie. Monsieur le Président, voici la médaille d'or des fondateurs de l'Union européenne.
instaurer et sauvegarder la paix aura été l'objectif essentiel des fondateurs et de leurs successeurs durant le demi-siècle écoulé. Il appartient aux générations qui vont se suivre d'ici 2050 d'ajouter au premier accomplissement un second objectif essentiel, conforme au génie de notre continent, fort de l'union que ses citoyens et ses peuples conquièrent sur eux-mêmes, individuellement et collectivement, et de la richesse inouïe qu'ils peuvent, qu'ils doivent et qu'ils vont tirer de ces et de leur diversité. On se plaît à rêver à ce que pourra donner de saveur et de sens à la vie des personnes et des nations l'apprentissage d'une manière de vivre ensemble en Europe dont les fruits de paix, de civilisation, de culture, de solidarité active deviendront la source du plus beau des rayonnements dans le monde. Nous nous trouvons en présence d'un monde au cœur duquel il y a aujourd'hui une unique superpuissance, et ça n'est pas sain. Il faut construire un monde multipolaire et la responsabilité de l'Europe à ce niveau est capitale. Et elle est capitale notamment par les devoirs que nous avons pour la sauvegarde de la paix toujours et envers nos enfants et nos petits-enfants. Henri Gouillère, l'illustre professeur, président de l'Institut de France, a écrit « Il ne se passe jamais rien de plus grand en histoire qu'un changement d'espérance. Ma vie aura été marquée par ce changement d'espérance qui accompagne la réconciliation et l'union des Européens. » En 2003, à l'occasion du 25e anniversaire de la Fondation Jean Monnet pour l'Europe, le président de la Commission européenne, Romano Prodi, signe avec les autorités fédérales, vaudoises et lausannoises un document engageant leur soutien conjoint à l'institution. Monsieur le Président de la Fondation Jean Monnet, cher professeur Ribben, c'est enfin et surtout un grand moment, je dirais même un très grand moment pour la Fondation Jean Monnet et pour son président, notre commun ami le professeur Henri Ribben. Jean Monnet, dont le professeur Ribben fut un des premiers proches collaborateurs, a été avec des personnalités comme Schuman, Adenauer, De Gasperi, Spaak, Spinelli et des autres, un des pionniers de ce qui a conduit à l'Union européenne telle que nous la connaissons aujourd'hui. Si nous avons le plaisir d'accueillir le président de la Commission européenne à Dorigny, c'est au président de la Fondation Jean Monnet pour l'Europe, le professeur Henri Ribben, que nous le devons. Le professeur Ribben, par son engagement pour ce trésor que sont les archives Jean Monnet, a favorisé l'établissement de relations personnelles entre chefs de gouvernement, ministres, membres de la Commission et membres du Conseil fédéral. Monsieur le professeur, le Conseil fédéral
vous remercie de votre engagement. La Fondation n'est pas seulement un lieu d'études et de recherche, elle est aussi un lieu de rencontre pour l'avenir des peuples d'Europe. Good morning. This man will accomplish what he has written. It's a style from America to France. Monet gave, you have here, on the seas and under the seas, une des contributions les plus belles de l'Union de l'Europe a été de tout faire pour amener le Sud économiquement à la rencontre du Nord. Un des sens de l'Union, c'est la solidarité avec des pays, avec des régions qui ne sont pas au même niveau que les régions les plus avancées. La Suisse est formée de cantons, de grandeurs, de degrés d'évolution, de puissance économique très très différents. Il y a des petits, il y a des grands, il y a des forts et il y a des faibles. Et la Suisse, et ce sera le même cas pour l'Europe, a un devoir de solidarité à l'endroit de tous. Le message que j'aimerais transmettre est celui-là, c'est une aventure qui va durer longtemps et à laquelle tous doivent s'accrocher, et la richesse n'est pas l'essentiel de tout. La richesse matérielle, parce qu'il y a une autre richesse, qui est celle des choses de l'esprit, qui est celle de la culture, de la civilisation, et ça, c'est la base de tout. Vous savez, c'était un des plus grands idéalistes que j'ai rencontré avec un sens pratique. Il était dans une position difficile. Il était en Suisse, et la Suisse ne voulait pas y aller. Mais c'était lui qui voyait où était la voie de la Suisse. Et il a continué, isolé, critiqué parfois, et Dieu sait, il a été critiqué. Il l'a donné. Il ressemblait beaucoup. Même alors qu'il se sentait du côté de Jean Monnet, il ressemblait beaucoup à Cazeneuve. Parce qu'il avait cette même vision, il avait ce même courage de représenter une vision, même alors qu'elle paraissait parfois impossible à réaliser. Est-ce que vous êtes souvent rencontrés? Oui. Je demande au professeur Henri Ribbon de me joindre sur le podium pour la remise du prix de l'Université de Lausanne. Une constante nous frappe dans la vie et l'œuvre d'Henri Ribbon, le perpétuel rebondissement entre le domaine de l'étude et celui de l'action de terrain. Chacun de ces deux domaines semble constituer le point d'appui pour un nouveau rebond vers l'autre. Je suggère simplement de compter combien de fois le mot « créer » apparaît dans la carrière d'Henri Ribbon, centre, fondation, institut, à commencer par l'invention à l'Université de Lausanne en 1957 de la toute première chaire d'intégration européenne. Beaucoup d'entre nous ont suivi les cours d'Henri Ribbon et se souviennent de son souci permanent de susciter la discussion avec ses étudiants.
Il leur apportait sa mémoire et son expérience, en retour de quoi il leur demandait la fraîcheur du regard, disait-il, indispensable à sa propre réflexion. Et j'ai le très grand plaisir et l'honneur de remettre le prix de l'Université de Lausanne aux visionnaires, à l'humaniste, à l'homme de cœur, d'esprit et de conviction qui a inlassablement œuvré à la construction d'une Europe au sein de laquelle les peuples réconciliés marcheront ensemble vers un destin commun. De vivre ce miracle qu'a constitué 50 années de paix. Nous avons le devoir de transmettre cela aux générations qui nous suivent. Et nous avons le devoir de nous interroger et de nous regarder dans le miroir pour savoir si nous sommes véritablement en train de penser et de faire ce qu'il faut afin que cet héritage soit véritablement transmis. J'avais l'occasion de les rencontrer aussi bien à Lausanne qu'à Bruxelles et j'étais surtout impressionné par une sorte de l'idée chaleureuse de l'Europe. Quand, surtout moi, polonais, donc arrivant vers l'Europe, j'ai parfois le sentiment que l'Europe est dévorée par les mauvaises forces de routine et de bureaucratie. Henri Riben, c'était le contraire de cela. Quand il parlait de ce qu'il a fait avec Jean Monnet, à côté de Jean Monnet, quand il parlait sur les réussites de l'Europe et aussi sur ce que peut être l'avenir de l'Europe, je voyais un homme de l'esprit jeune, chaleureux, pensant l'idée européenne de la façon la plus directe, rien de routine. Monsieur Riben, vous qui consacrez une vie entière à la construction de la paix, la construction d'une nouvelle civilisation, quel est votre plus grand espoir face à vos petits-enfants? Qu'est-ce que vous leur souhaitez? Quels sont les rêves que vous avez pour eux? Qu'ils aient leurs propres rêves et que je ne veux pas projeter sur eux ce qui vient de moi qui viendrait d'une manière un peu impérieuse. Je me sens porté à la plus grande reconnaissance envers ceux que j'ai vus réfléchir et agir pour qu'il en soit ainsi, pas seulement pour quelques personnes, mais pour l'ensemble de la communauté humaine. Ils feront ce qu'ils voudront faire, habités par leurs propres rêves, mais qu'au moins ils trouvent les conditions propices
à la réalisation de leurs rêves et l'exemple qui les entraîne et l'espérance et la foi qui les anime à penser qu'on peut avoir une action sur les choses et sur les esprits, comme nous l'ont montré les personnages dont nous avons parlé. Des talus ont été créés sur lesquels on a planté tout ce que vous voyez et qui donne cet univers de nature auquel nous tenons beaucoup. C'est un peu sauvage. Alors regardez, si vous tournez votre regard vers le haut, on se croirait dans la nature absolument. On est au cœur d'un village, tout près d'une ville, et pourtant, c'est la merveille de la nature. J'espère beaucoup que ce qui nous attache et qui vient du fond du temps, tant du côté de ma femme que du mien, cet attachement à la terre et à la nature, je me plais à espérer qu'il animera également. Les gènes seront aussi celles qui animeront la vie de nos après-venants. En tout cas, les signes que nous en avons parlent dans ce sens-là. Donnez un coup d'œil aux fougères. Alors, volontiers. Vous savez qu'elles viennent du fond du temps. Il n'y avait pas encore d'herbe sur Terre quand il y avait déjà des fougères. Tout à fait, on va en voir. C'est des fougères que j'ai recueillies autrefois dans la forêt et qui se sont bien acclimatées ici. Elles sont si belles. Regardez-les. Regardez ces formes. Cette vie au souffle du moindre vent. Si vous souhaitez voir d'autres vidéoportraits, consultez le site Vitassumus qui met en ligne régulièrement nos interviews filmées réalisées à partir de 1978.